Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct de Al24 News qui se trouve elle-même en direct de la Tunisie, là où se déroulent les élections présidentielles 2024. La Tunisie a rendez-vous avec les urnes aujourd'hui. Depuis ce matin, ils n'ont pas cessé donc d'affluer sur les bureaux de vote. Les Tunisiens ont été unanimes aujourd'hui pour aller voter, pour choisir leur futur président des deux candidats. On saura qui sera le futur président aujourd'hui, peut-être vers les coups de 19h20, c'est-à-dire lorsque l'ISI prononcera ou donnera plus ou moins les premiers résultats de ce scrutin. Et puis surtout, juste après la fermeture des bureaux de vote, une journée de vote pour les Tunisiens. C'est aussi une journée où ils doivent se reposer. Donc, on aura vu que la matinée a été plus ou moins fluide pour les votes. Elle a été calme. On n'a pas vu beaucoup d'affluence. Tout au long de la journée, ça a été progressif. Et c'est surtout sur ça qu'on va revenir aujourd'hui avec nos envoyés spéciaux et nos invités. Nous allons en parler dans un petit instant. Et pour commencer, donc, nous allons retrouver Tini Hinan Makassi qui est sur place ici à Tunis avec notre équipe et qui a parcouru ce matin les rues et les bureaux de vote pour s'enquérir de l'opération de vote. Et bien entendu, Tini Hinan Makassi, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Lila, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de Al24 News et bonsoir à tous vos invités sur le plateau de Al24. Alors, vous avez commencé votre journée très matinale aujourd'hui, Tini Hinan, et vous avez été donc au bureau de vote où a voté le président sortant, Kais Saïed, et vous avez été présente. Alors, dites-nous comment s'est passée cette journée et surtout comment ça s'est fait. Est-ce que le bureau était plein au début de journée et comment progressivement ça s'est fait? Alors bonsoir Lila, effectivement vous venez de le dire, très tôt le matin nous étions déjà à pied d'œuvre dans les bureaux de vote, dans plusieurs bureaux de vote dans la capitale Tunis. On s'est d'abord dirigé, comme vous venez de le dire, à Ariana, ou dans une école primaire où a voté le président sortant candidat à sa succession, Kais Saïed. Dès le matin, alors que la ville commençait à peine à se réveiller, il y avait déjà les retraités qui étaient déjà là en file indienne avec le flegme connu des Tunisiens, dans la sérénité, qui attendaient l'ouverture des portes déjà pour aller donner leur voix au futur candidat, au futur président de la Tunisie. Il y a eu plus ou moins de l'affluence le matin, effectivement, mais au fur et à mesure de la journée, les Tunisiens se réveillaient doucement. Les Tunisiens venaient vers les bureaux de vote accompagnés de leurs familles, de leurs amis. Ils étaient en file indienne dans plusieurs bureaux de vote, que ce soit à Ariana, Al-Marsa ou encore ici à Tunis-Ville. Actuellement, je me trouve dans l'avenue de Tunis et c'est le même dessin que dans tous les bureaux de vote qu'on a parcourus dans la matinée. L'affluence était très calme, et puis plus ou moins vers l'après-midi, les gens ont commencé à arriver de plus en plus jusqu'à maintenant. D'ailleurs, il est 18h ici à Tunis-Ville, je viens de vous le dire, je me trouve dans l'avenue Marseille dans une école primaire, et jusqu'à maintenant les bureaux de vote qui devaient fermer à 18h n'ont pas fermé parce qu'il y a des retardataires, il y a des Tunisiens qui arrivent maintenant, et les directeurs de centre ont décidé de prolonger de quelques minutes, de quelques secondes ce scrutin qui est crucial, vous l'avez dit, pour les Tunisiens. Ben justement, j'allais vous poser la question, mais vous m'avez précédé, Tina. On savait dès le départ que les informations qui étaient données pour les bureaux de vote, la fermeture des bureaux de vote était prévue à 18h. Et j'allais vous demander justement s'il y a des programmations, c'est-à-dire si on pouvait aller jusqu'à 19h pour ceux qui peut-être auraient le goût de venir voter un peu tard dans l'après-midi. Et vous venez de répondre. Tini Hinan Makassi, je vous souhaite bon courage. On aura l'occasion de refaire le point avec Lila, vous. Justement, il y a quelques minutes, le directeur du centre de l'école où le directeur de centre de l'école où je me trouve disait aux citoyens justement qu'il allait avoir jusqu'à 20 minutes de prolongement pour poursuivre les votes, et on a eu écho. C'est le même dessin, c'est le même scénario dans d'autres bureaux de vote ici à Tunis. D'ailleurs, il y a aussi un autre point qui est très important, en plus de la sérénité qui a marqué cette journée de vote, c'est le retour ou la remarque qu'ont fait les observateurs tout au long de cette journée, tout au long des bureaux de vote qu'on a parcouru. L'ensemble des observateurs qui ont été accrédités par l'Asie pour assister à ce scrutin ont affirmé qu'ils ont travaillé dans la sérénité, que le vote s'est déroulé dans la sérénité. Ils nous ont dit qu'ils avaient accès à l'ensemble des informations, que l'esprit du vote a été respecté. C'est d'ailleurs ça que les Tunisiens ont retenu, eux aussi, ceux avec qui on a discuté. Ce qui les a beaucoup marqués, ce qui les a beaucoup intéressés tout au long de cette journée, c'est la sérénité et l'organisation
l'organisation de ce scrutin. Oui, très bien. Alors, Tinhinan Makassi, donc, il nous avait accompagnés durant ces 2 journées, et peut-être également demain. Et puis voilà, des Tunisiens qui ont voté aujourd'hui. On parlait de la Tunisie qui vote. Kamel Ben Younes, je vais vous présenter dans un petit instant. Vous êtes expert en questions politiques. Vous êtes avec nous parmi nos invités. Nous aurons également dans un petit instant avec nous en direct de Paris Badis Nissa, expert en questions internationales, mais également président du think tank Émergence, et bien entendu, M. Bassel Torjman, qui est éditorialiste et expert en questions politiques. Monsieur Kamel Ben Younes, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Alors finalement, les Tunisiens ont voté, hein, et peut-être qu'on s'attendait à ce qu'il y ait peut-être, on va dire, pas beaucoup de Tunisiens dans les bureaux. C'est vrai que la matinée a été très très douce parce qu'on n'a pas vu beaucoup de Tunisiens dans les bureaux de vote. Ce n'était pas la grande affluence comme c'est de tradition dans les grands événements présidentiels dans d'autres pays. Mais en tous les cas, au milieu de la journée, on a vu beaucoup de Tunisiens affluer au bureau pour mettre ce fameux bulletin. Non, je pourrais dire que pour certains bureaux, vous avez cité le bureau de l'école primaire où le président Kais Saïed a fait son devoir électoral. Moi, j'habite là-bas et j'ai fait un tour dans la région. J'étais électeur dans la région. Depuis de 8 h du matin, il y avait eu des gens, il y avait des jeunes, des enfants, parfois une grande famille avec 3 générations, les grands-pères, les enfants et les petits-enfants, même ceux qui ne votent pas. Donc il y avait des gens, il y avait la queue. Ça n'a rien à voir avec le faible taux de participation des parlementaires de l'an dernier, ni du référendum. Donc oui. Il y avait du monde, surtout dans certains centres, par exemple dans le grand lycée de Nasr, dans l'Ariana, là où avait voté Kais Saïed, il avait voté dans l'école primaire. Il y avait beaucoup de monde pendant toute la journée, depuis la matinée. Dans le Manar, là où il y a le bureau où avait voté le chef du gouvernement. Donc, ça dépend. Il y avait aussi du monde matin et après-midi. Je pense que c'est un phénomène. D'ailleurs, depuis 2011, le taux de participation au présidentiel est plus important que celui des parlementaires, aux parlementaires. Il y a 3 candidats. Au début, il y avait un autre processus plus long. Il y avait un nombre plus élevé de candidats potentiels. Donc, les Tunisiens ont cette chance de voter pour le changement ou bien pour la continuité et la stabilité entre 2 candidats de l'opposition et un candidat de la du président. Oui, c'est vrai que Kamel Ben Younes, généralement, et d'habitude, la tradition voudrait que peut-être les présidentielles trouvent toujours beaucoup d'engouement plus que les législatives généralement, parce qu'il s'agit peut-être aussi du destin, de l'avenir de tout un pays qui est déterminé. Aujourd'hui, il y a 2 candidats en Tunisie qui sont en lice. Oui, 3 candidats bien entendu. Et on sait très bien que on dit que le président sortant part favori pour plusieurs raisons. Oui, on attend les résultats, mais de point de vue sociologie politique, pendant les crises économiques, sécuritaires, toujours entre 30 et 50%, parfois plus, les gens votent pour la continuité et la stabilité. Ils considèrent que peut-être ce n'est pas la période où il faut un bouleversement, un chambardement global. Jusqu'à présent, on a l'impression plutôt que les gens sont plutôt pour la continuité. C'est vrai que probablement ça ne serait pas le même taux ou bien le même nombre de participants que pour les élections présidentielles de 2014-2019, mais on a l'impression, ce qui est très important, que malgré les crises économiques, socio-politiques, etc., durant la dernière quinzaine d'années, les gens s'intéressent aux affaires publiques, à suivre l'actualité politique, à essayer de s'exprimer à travers les urnes. Eh bien justement, c'est toujours les urnes qui sont déterminantes finalement parce qu'on ne peut pas remettre en cause le verdict des urnes généralement. Oui. Et comme vous le savez, vous et moi, que certains pays dits du Maghreb ou même du Moyen-Orient sont toujours un petit peu dans le viseur de certains pays occidentaux dits démocratiques entre parenthèses et que souvent ce qui est reproché aux chefs d'État de ces pays-là, c'est de ne pas être élus démocratiquement. Alors on ne voit pas plus que ce qu'on pourrait faire de plus que les urnes pour justement démontrer cette légitimité.
qui n'est pas à Oui, contester bon, d'ailleurs. Parler d'un processus politique, c'est parler au moins de 5 étapes. Donc, les préparatifs aux élections, la candidature. Donc, on a eu au début 117 candidats potentiels qui avaient retiré le dossier, puis on a eu 17 candidats qui avaient présenté leur candidature, puis les y avaient accepté 3. Après, bon, il y a eu le parrainage, la campagne électorale, maintenant les urnes. Et maintenant, on va commencer à partir d'aujourd'hui, ou bien à partir de demain, ou bien à partir de la dernière conférence de presse où l'ESI va annoncer les résultats finaux. Ça va commencer le processus, le résultat politique des élections. Il y a le résultat électoral, maintenant on s'attend plutôt au résultat politique. Qu'est-ce qu'il va en découler politiquement de ces élections? Quels seraient les messages? Car certainement, les autorités, la présidence, le gouvernement vont tenir en considération les tendances de l'opinion publique, les messages transmis par les candidats potentiels qui n'ont pas rempli les conditions, par les partisans du gouvernement, les partisans de l'opposition. Et il y aura certainement une évolution, surtout, comme on l'avait dit, tout le monde s'intéresse plus aux résultats politiques du processus électoral du scrutin, non seulement du résultat électoral technique. Oui, alors dans ces cas-là, on va un petit peu sortir de ce qu'on appellerait le côté fonctionnel et pragmatique des élections pour aller regarder vers l'avant. Alors, quelles seraient les attentes aujourd'hui des Tunisiens qui sont partis mettre ce petit billet dans les urnes pour choisir leur futur président? Il y a certainement des attentes. Lesquelles seraient-ils pour les Tunisiens? Bien sûr, comme ça a été toujours le cas, pour le citoyen, il y a le direct, le conjoncturel et le moyen terme, puis le long terme. Le conjoncturel, c'est améliorer leur situation socio-économique, leurs conditions de vie, résoudre le problème du chômage, de l'inflation, etc. Le moyen terme et le long terme, c'est que le nouveau dirigeant ou bien la nouvelle direction, au cours du nouveau mandat, s'intéresse aux solutions, des problèmes hérités du modèle de développement, des problèmes structurels hérités pour certains de ces problèmes. Par exemple, le déséquilibre entre l'Est et l'Ouest du pays, entre le littoral et les régions de l'intérieur, toujours déséquilibrées, où il y a le taux le plus élevé du chômage, etc. C'est un phénomène hérité depuis le 19e siècle. Il a été accéléré, accentué pendant plusieurs décennies. Donc, l'opinion publique veut des solutions. Certainement, au cours des dernières décennies, il y a eu l'amélioration de l'infrastructure, il y a des pôles universitaires, des pôles d'hôpitaux là-bas, etc., des pôles économiques, mais les gens attendent plus. Le déséquilibre nord-sud, il y a certainement un processus. Donc, on commence, et maintenant, à l'occasion de l'après-élection, ce qui coïncide cette année avec la discussion du budget de 2025 au Parlement et les préparatifs au nouveau budget de l'État, la Tunisie, malgré les défis économiques énormes, qui l'attend. Non, elle a des défis économiques malgré le problème économique, mais elle arrive à survivre. Le taux, rappelons, en tant que journaliste, j'étais depuis une trentaine d'années dans beaucoup de pays de l'Est, par exemple, de l'Est du monde arabe, par exemple l'Égypte. $1 équivalait à 2,2 livres sterling. Maintenant, c'est à peu près 50. Oui. Pour la Tunisie, $1, c'est à peu près 3. Elle a quand même réussi à garder cet équilibre, chose que d'autres n'ont pas pu faire. Il y a une grande différence entre $1 qu'on change contre 3, ou bien €1 contre 3,5, et de certains pays où on est passé dans l'échange de 1 à 3, de 1 à 20 et maintenant à 1 à 50, avec tous les résultats du point de vue inflation, cherté de vie, difficulté de la vie, etc. Donc la Tunisie arrive quand même à s'en sortir et je pense qu'elle a un potentiel pour améliorer cette situation. Peut-être le président, dans le discours d'investiture, après les élections, l'annonce des résultats définitifs, va annoncer un nouveau plan économique de gouvernance, une nouvelle vision pour les 5 prochaines années. Car, rappelons-le, que tous les partenaires, aussi bien la Banque mondiale, l'Union européenne, les fonds de développement arabes, africains, islamiques, le Japon, la Chine, etc., exigent pour avoir une coopération plus importante, une vision, une stratégie
un plan d'action et la transparence dans la gestion et la gouvernance des dossiers économiques et financiers. Tout à fait, M. Kamel Benyounès. Alors, il y a une question quand même qui se pose qu'on ne peut pas ne pas voir ou ignorer. C'est qu'aujourd'hui, la Tunisie, comme je le disais, on le disait d'ailleurs hier, le vote aujourd'hui, cette opération électorale, ces présidentielles d'aujourd'hui, sont un peu surveillées par beaucoup de capitales européennes. Est-ce que cela veut dire qu'on s'intéresse à la Tunisie de près ou de loin? Et de quelle manière on peut s'intéresser, puisqu'à partir de ce moment où on dit que ce pays est scruté. Pourquoi ce pays serait-il scruté particulièrement et pas un autre? D'abord, pour les superpuissances et les grands États, ils s'intéressent à tous les coins du monde, ce qui explique que les superpuissances comme les États-Unis, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Japon ont des ambassades presque dans 180 pays. Parfois, il y a un ambassadeur régional, donc cela veut dire qu'ils ont des intérêts partout, même dans le Saint-Lomé, qui est dans la mer, dans l'océan Atlantique. Oui. Mais donc, ils s'intéressent à tous les pays. Du point de vue euro-méditerranéen, la place de la Tunisie dans la Méditerranée, entre la grande Algérie, la Libye, avec sa situation de guerre de proxy, de conflits internationaux sur ses richesses actuelles et ses richesses potentielles, à côté des pays du Sahel et du Sahara, perturbés dans une région du Grand Moyen-Orient ou bien du monde arabo-islamique perturbé, avec ce qui se passe surtout maintenant dans le cadre du conflit avec l'identité sioniste, ce qui se passe pendant 7 décennies et surtout depuis une année en Palestine. C'est historique. C'est un peuple qui résiste à l'occupation depuis la période de l'entre-deux-guerres, en 1934-1936. Il a vu la grande révolution palestinienne, la grande révolution arabe. D'ailleurs, Azz-Din Hussein a été assassiné, Azz-Din Qassem a été assassiné en cette période. Mais depuis, il y a une résistance avec Fatah, Jabha Sha'bi, la gauche, la droite, Hamas ou autres. Et depuis une année, pour le 7 octobre, on assiste à une résistance extraordinaire. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on envoie des superpuissances, des porte-avions, soutenir les colons, des B-52, des F-35, bombarder des civils au Liban, en Palestine, en Jordanie, dans toute la région. Donc ce qui se passe maintenant, c'est historique. Pour la Tunisie, la stabilité de la Tunisie, je pense que c'est stratégique, non pas seulement pour le peuple tunisien, le gouvernement tunisien, mais aussi pour ses partenaires régionaux et internationaux. Bien sûr, pour eux, pour certains de ces pays comme l'Italie, ce qui intéresse le plus, c'est l'immigration clandestine, puisque Lampedusa, c'est 2 heures à partir de Sfax, si vous voulez. Du littoral tunisien, dans un bateau normal, en automne comme maintenant lorsqu'il fait beau temps, mais aussi pour les autres dossiers de coopération géostratégique dans les deux sens. Oui, alors on dit souvent, c'est pas un adage, au fait, c'est ce qu'on appellerait des études politiques qui ont résulté de ça. On dit souvent que lorsqu'on n'a pas de plan, on fait partie du plan des autres. Alors aujourd'hui, beaucoup, justement, entre guillemets, critiquaient cette position vis-à-vis de certains pays arabes qui se laissaient être dans les plans des autres, c'est-à-dire de ce qu'on appellerait communément les puissances occidentales. On l'a vu par le passé pour l'Algérie, on l'a vu pour la Libye, on sait ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que la Tunisie est justement dans le viseur dans ce sens à partir du moment où on a vu avec la chute ou la déstabilisation, par exemple, chez le pays voisin, la Libye. Aujourd'hui, on veut que la Tunisie fasse le jeu que faisait la Libye, justement, par rapport à cette question du flux migratoire. Alors, vous, en tant que Tunisien surtout, qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout, est-ce que réellement, c'est de ça qu'on attend? C'est-à-dire, c'est ce rôle-là qu'on attend de la Tunisie. Est-ce que la Tunisie, justement, peut faire ça? Est-ce que c'est vraiment ça le rôle finalement? Même si l'extrême droite en Italie ou bien l'extrême droite en Europe a des priorités, aspects sécuritaires ou bien tout sécuritaire, les visions des pays du Sud, que ce soit les experts, les indépendants, les partis politiques, les gouvernements, ont une autre vision. D'ailleurs, les sommets tripartites entre les présidents Tebboune, Kais Saïd, Menfi à Alger et à Tunis, les concertations
tripartites, les concertations maghrébines, interarabes, ont mis l'accent depuis 2 siècles, depuis 2 décennies, depuis Amr Moussa, lorsque Amr Moussa était secrétaire général de la Ligue arabe. Déjà à l'époque, oui. Oui, qu'il faut que le nouveau ordre régional et le nouveau ordre mondial doit être bâti après concertation entre les pays du Nord et du Sud. Nous avons nos priorités, vous avez les vôtres. Et nous avons notre vision, ou bien nos visions, vous avez les vôtres. Et pour bâtir un nouveau monde, un nouveau ordre régional, on ne peut pas le faire seulement à partir du centre, en considérant que tous les autres, c'est la périphérie, comme disait Samir Amin dans sa thèse, centre et périphérie. D'ailleurs, l'expérience a prouvé qu'après 20 ans d'occupation de l'Afghanistan, une vingtaine d'années d'occupation de l'Irak, après l'occupation de Bagdad, l'occupation de Kaboul, etc., les armées américaines s'étaient enfouies et avaient déclaré que la solution militaire et sécuritaire ne résout pas le problème, qu'il faudrait une nouvelle politique, une nouvelle stratégie. Et ce qui se passe maintenant entre la Russie et l'Europe, la Russie et les États-Unis en Ukraine, car la guerre, ce n'est pas pour l'Ukraine, c'est la guerre, une guerre internationale par procuration, puisqu'on voit que les pays de l'OTAN sont impliqués, d'autres sont impliqués. Lorsqu'il y a eu la chute du mur de Berlin, on s'était mis d'accord pour que les forces internationales, les forces occidentales de l'OTAN restent en Allemagne. Elles se sont approchées depuis 1989 progressivement. Oui. Maintenant, elles sont un peu dans le territoire russe. Et la Russie répond, bien sûr, avec ses alliés internationaux. Donc, il y a une compétition qui rappelle tout simplement la théorie de la guerre des civilisations, la conflit des civilisations, des néoconservateurs, des évangélistes du début des années 90, avec comme deux grands axes, le monde chinois, asiatique, jaune, et le monde musulman. Oui. Et depuis, on multiplie les guerres, les agressions. Ce qui se passe maintenant en Palestine et en Liban, ce n'est pas seulement une atteinte aux droits de l'homme en Palestine et en droit. Ce n'est pas seulement des tueries inexplicables avec un feu vert ou bien un feu orangé du Conseil de sécurité. On détruit une capitale arabe, Beyrouth. On a détruit des centaines de villes et de villages palestiniens et le monde n'agit pas. Donc c'est un conflit à aspect très compliqué avec ces extrémistes néoconservateurs évangélistes qui essaient de l'emporter non seulement aux États-Unis, mais un peu partout, y compris avec Netanyahou. Oui. Les réponses des pays du Sud doivent être avec une grande vision. Ce n'est pas seulement en s'occupant des intérêts de l'extrême droite italienne ou européenne, tels que l'immigration, avec une vision sécuritaire. Oui. Au fait, c'est pas ça. Au fait, c'est pas de fait de s'occuper des intérêts de l'extrême droite. C'est le Sud global en lui-même. Je veux dire, c'est le Sud global en lui-même. On sait très bien que dans cette configuration géopolitique aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, le conflit ukrainien aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe au Liban, est-ce que c'est un peu une fatalité pour ce monde arabe que de toujours payer lorsque des enjeux très très importants financiers, monétaires, surgissent en Occident, c'est toujours une région du monde qui doit absolument en faire partie, enfin payer le prix et le tribut. Dans ces cas-là, des pays du Maghreb, la Tunisie, l'Algérie, comment peuvent-ils se positionner dans cette nouvelle reconfiguration, on va le dire comme ça, du monde? Parce qu'on le voit de toute façon, c'est une reconfiguration qui se dessine sur le long terme. De toute façon, l'opinion publique arabe, l'opinion publique dans le monde musulman, en Afrique, aux États-Unis, dans les universités américaines, européennes, s'est exprimée pour la paix. Nous avons vu des dizaines de millions dans les rues juste après l'attaque de l'hôpital de Hamdani. Mais malheureusement, après, c'était des attaques contre 70 grands hôpitaux, les écoles, etc. Ça continue. Mais pour le conjoncturel, le rapport de force est certainement en faveur de l'occupant. Mais pour le moyen terme et le long terme, l'Algérie donne l'exemple. Après 130 années de résistance, des millions de victimes, l'Inde avec des millions, certains experts indiens parlent de 200 millions de victimes. Oui. Bon, certains parlent de quelques millions.
l'occupant finit par s'enfuir. On a vu les Américains, après 20 ans, après les centaines de milliards dépensés en Afghanistan et en Irak, ils avaient appelé à la politique de redéploiement. D'ailleurs, même en anglais, redeployment. Oui. Et ils ont quitté car ils ont compris que les guerres, on ne peut pas les gagner seulement par les bombardements. Oui. Quand vous êtes sur place, dans la guerre terrestre, l'occupant finit par le perdre. C'est le cas aussi pour les Israéliens. C'est tout à fait vrai. Il est vrai qu'ils se retirent, mais ils laissent quand même derrière eux carrément des scènes apocalyptiques, que ce soit en Afghanistan, que ce soit à Gaza ou que ce soit ailleurs en tous les cas. Et c'est ça qui est dommage finalement. Oui. On ne fait plus les guerres traditionnelles, mais quand il s'agit du monde arabe, on les fait, hélas. Alors on retrouve tout de suite avec nous en direct de Paris Badis Renissa. Badis Renissa, bonjour, ou bonsoir plutôt. Badis Renissa est avec nous. Bonsoir. Oui, je vous entends. Bonsoir. Très bien, Badis Renissa. Merci de nous rejoindre. Je rappelle que vous êtes expert en questions internationales, que vous êtes également président de think tank Émergence. Alors, Badis Renissa, aujourd'hui, les Tunisiens, comme je le disais, ont voté et ce fut donc une opération de vote ou des élections très fluides avec quand même une participation assez particulière des Tunisiens dans la sérénité, dans le calme, donc toujours fidèles à leur, je dirais, leur flegme quelque part. Alors, que doit-on ou de quelle manière doit-on lire ces élections présidentielles aujourd'hui en Tunisie, Badis Renissa ? Tout d'abord, je me permets peut-être d'extrapoler ces élections. Vous savez que l'année 2024 est une année mondialement d'élections par excellence, de présidentielles, qui revêt notamment un aspect très stratégique avec des enjeux très importants. Et je dirais la Tunisie n'y échappe pas. Donc c'est un jalon effectivement très important, non seulement pour les Tunisiens eux-mêmes, mais aussi pour la région, pour aussi, je dirais, l'équation géopolitique mondiale, quand on sait à la lumière justement de la fébrilité, mais surtout aussi de l'instabilité, de l'insécurité qui règne un peu partout dans le monde. Donc, c'est des élections à enjeu, des potentialités assez importantes, notamment en matière de stabilité. Pour les Tunisiens, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'enjeu, c'est aussi de comment préserver cette trajectoire qui est celle de la révolution de 2011, à laquelle ils s'attachent beaucoup, ils y sont très chers, et qui souhaitent notamment sanctuariser, sacraliser. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard que dès au lendemain de 2019, Kais Saïed a été élu à 72% au deuxième tour comme président de la Tunisie pour justement, pourquoi pas, corriger cette trajectoire et surtout être le candidat du peuple. Et c'est exactement dans cette lignée qu'aujourd'hui Kais Saïed s'inscrit, notamment le candidat de la proximité, le président monsieur anticorruption, monsieur aussi souveraineté, puisque sa campagne électorale a été sous le thème justement de la libération justement nationale, à savoir les mots sont durs, les mots sont forts, mais il reflète justement cet enjeu stratégique, notamment pour la Tunisie, non seulement pour pérenniser sa souveraineté qu'elle a su démontrer depuis 2019 à travers un président qui a su justement avec son franc-parler donner le là, mais surtout aussi peser dans l'équation régionale et même internationale, mais surtout aussi pour démontrer que le peuple tunisien peut déplacer des montagnes, le peuple tunisien, dans la continuité justement de cette révolution glorieuse où il y a eu cet avènement d'une nouvelle ère, notamment pour la Tunisie, il souhaite bien camper, mais surtout aussi œuvrer collectivement et intelligemment dans cette lancée. Donc Kais Saïed, je pense, incarne cela, et c'est pas un hasard d'ailleurs que il est donné favori notamment vis-à-vis des autres candidats, puisque encore une fois, il a un bilan très éloquent, très évocateur aussi, très tangible en matière d'action notamment. Il a su renouer avec le peuple. Certes, les chantiers restent immenses et grands, puisque nous savons qu'il y a un passif de plusieurs années. La crainte, vous savez, je parle beaucoup avec nos amis de la diaspora tunisienne, leur crainte, c'est qu'effectivement, qu'ils reviennent en arrière vers justement l'ancien régime, le régime Ben Ali, qui, d'après eux en tout cas, reste en embuscade, puisque nous l'avons vu, il y a eu certaines tentatives de candidature de certains, notamment candidats, qui étaient affiliés à l'ancien président. Donc, les enjeux sont stratégiques,
Mais encore une fois, aujourd'hui, c'est un jalon très important pour l'histoire tunisienne, mais c'est le après qui nous intéresse effectivement, même si Kais Saïed est donné favori, le peuple tunisien en tout cas reste focus, en tout cas reste très focalisé sur l'étape d'après, à savoir comment relever les défis, comment justement, je dirais, être collectivement ensemble dans un acte civique qu'ils ont dû démontrer aujourd'hui, certes, comme vous l'avez dit, d'une manière un peu légère, mais qui reste quand même, je rappelle, pour 13 heures, on parlait de 14%. Certains prédisent peut-être, pourquoi pas, un taux de participation plus ou moins équivalent à celui de 2019. Et puis je rappelle aussi un élément fondamental dans cette élection, notamment du côté de l'ISI, donc cette instance de surveillance des élections tunisiennes, qui pour la première fois a donné une certaine flexibilité en matière d'élections, puisque je rappelle que les Tunisiens, qu'ils soient de Gabès, de Sfax ou de Tunis, si ce week-end se trouvent à Paris, par exemple, ils peuvent voter dans n'importe quel bureau de vote. Donc ça permet effectivement de fluidifier ce processus, mais surtout aussi de donner une attractivité en matière de participation. Et je pense que le peuple tunisien, quoi qu'il arrive, il sortira grandi, il sortira victorieux, notamment par rapport à la continuité de cette révolution qui est chère à ses yeux. Un petit peu résumer la situation. Maintenant, dites-moi, Badis Khnissa, généralement, on dit toujours que la diaspora a toujours un rôle à jouer dans le développement de son pays. Selon vous, quel rôle pourrait jouer la diaspora tunisienne aujourd'hui dans l'édifice de la Tunisie ? Déjà, il faut, je pense, segmenter cette diaspora pour être à leur côté, en discutant avec eux justement. Il y a deux catégories. Une catégorie qui est très active, notamment, qui est, je dirais, citoyennement très impliquée, très engagée. Il y a un autre segment qui est plus cette majorité silencieuse, qui effectivement essaye de sanctuariser les acquis, mais notamment les dividendes, notamment de la révolution de 2011, et qui souhaite effectivement, d'une manière ou d'une autre, être partie prenante justement de ce projet. Pour la partie active, effectivement, aujourd'hui, elle le démontre. Moi, j'ai vu une certaine effervescence, notamment dans cette campagne électorale, notamment entre les deux rives, et qu'ils essayent effectivement non seulement de capter, mais surtout aussi de rassurer le peuple tunisien pour que, parce que vous savez, je suis de l'autre côté de la rive et je peux vous dire, il n'y a qu'à voir justement les titres occidentaux et notamment français pour comprendre qu'il y a deux angles de vue, notamment celui de l'Occident qui voit un certain autoritarisme déplacé notamment, puisque vous le savez, chacun voit via son prisme, et les Tunisiens eux-mêmes qui sont les principaux impliqués, qui sont le centre du pouvoir notamment et centre de gravité de la décision politique, eux voient en cette occasion justement de pouvoir pérenniser, mais surtout aussi garder une continuité dans cette révolution à travers cet homme qui incarne justement la probité, qui incarne l'intégrité. Donc la diaspora, il suffit de voir que depuis vendredi ou le premier jour de vote, aller peu ou prou à quasiment plus de 10%, c'est nettement plus important ou je dirais en nette progression par rapport à 2019, mais encore une fois, elle est dans une dynamique favorable qui, elle est aussi disposée à vouloir justement jouer pleinement son rôle à travers les résultats qui sont peu surprenants, en tout cas qui seront peu surprenants, à savoir la victoire de Kais Saïed. Néanmoins, il est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, une chose est sûre, la diaspora est disposée, la diaspora est engagée, est impliquée, est déterminée surtout, puisqu'elle a su le démontrer à travers ce jalon qu'elle était effectivement au rendez-vous notamment de cet enjeu stratégique, mais surtout aussi cet enjeu vital que beaucoup de la diaspora, membres de la diaspora tunisienne, considèrent comme un élément majeur dans lequel ils comptent consolider leur union et leur unité, sachant qu'encore une fois, je reviens au titre de l'Occident, qui sont très révélateurs et notamment qui voient d'un mauvais œil la continuité de la souveraineté de la Tunisie. Très bien. Alors, restez avec nous, Badis Khnissa. Kamel Ben Younes, justement, aujourd'hui, on parlait de la diaspora avec Badis Khnissa. Selon vous, on dit toujours que la diaspora a un rôle très important, par exemple, dans la consolidation de l'édifice d'un pays. Alors, aujourd'hui, quel est cet apport ou cette valeur ajoutée que la diaspora tunisienne peut apporter, surtout en ce moment, je dirais, de crise, plus ou moins? Même si je suis journaliste Oui. et historien géographe, je n'ai pas utilisé beaucoup le mot de diaspora puisqu'ils sont à peu près 20 à 25% des citoyens tunisiens. Oui. C'est un quart de la population entendu. tunisienne. C'est à peu près 2 millions, sinon plus,
de Tunisiens à part les naturalisés. Et vous vous souvenez quand le président Macron, au moment de virus corona, avait visité un grand centre médical au sud de la France en demandant aux médecins, aux jeunes médecins et techniciens là-bas quelle est votre origine. Il a découvert que la majorité sont des Maghrébins et des Africains, même s'ils sont en même temps français. Français, bien sûr. On est fiers de cette colonie à l'étranger, de cette diaspora. Heureusement, une grande partie de cette diaspora maintenant, c'est plus les anciens travailleurs, leur grand-père, Oui, le prolétariat, les misérables qui nettoyaient les stations de métro. Voilà. C'est maintenant de plus en plus des centaines de milliers de jeunes, des ingénieurs, des médecins, des intellectuels. Oui, un peu partout dans le monde. D'ailleurs, Oui, même oui. aux États-Unis, moi j'ai été une fois dans le Texas, dans le 52e étage, j'ai trouvé des Tunisiens, des Maghrébins là-bas. Ils vous ont suivi jusqu'au 52e Non, étage. ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Donc ils sont un peu partout. Au Japon, Oui. ils sont pas partout. À Helsinki, on m'a dit qu'il y a ici 2500 ingénieurs tunisiens dans le high-tech. Dans le high-tech de Ça, on ne le dit Helsinki. pas assez quand même. Ça, c'est important. Oui. Ça, c'est important pour les Maghrébins, les Algériens, les Égyptiens, le monde arabe. Certainement, un des devoirs des dirigeants du pays du Sud, c'est de leur séduire, avoir de l'expérience et revenir un peu chez nous. Oui. Politiquement, bien sûr, cette diaspora, quand elle participe au processus électoral, politique, sinon au dialogue national, c'est très important. Car c'est de plus en plus des gens qui sont connectés à ce qu'on pourrait appeler les lobbies arabes, maghrébins, aux États-Unis, au Canada, en Europe et un peu partout dans le monde, même dans les pays du Golfe, pourraient servir les intérêts de l'État national, de nos pays, y compris l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Maintenant, pour ces élections et pour d'autres processus électoraux, on a vu que de plus en plus, les jeunes, la nouvelle génération, c'est la 3e, 4e, peut-être la 5e génération, Oui, est c'est encore vrai. attachée à la culture arabo-musulmane, africaine, à l'identité Il y a une sorte de culturelle. retour. Il y a le repli identitaire, bien sûr, c'est la révolution des satellites qui a aidé à ça, l'Internet, et aussi peut-être les gouvernements, les ministères des Affaires étrangères, des Affaires sociales doivent fournir un grand effort. Maintenant, en Tunisie, on a un très grand ambassadeur qui est nommé ministre des Affaires étrangères. Depuis 40 ans, il est diplomate. Je pense qu'une de ses priorités, il devrait renforcer les liens avec cette colonie et ne pas se souvenir de cette colonie seulement dans les occasions électorales ou bien conjoncturelles. Tout à fait. D'ailleurs, en faire une tradition, parce qu'on l'a vu que finalement, c'est aujourd'hui, nous sommes à une époque où c'est les lobbying qui parlent. Et on l'a Oui. vu avec ce qu'on appelle le lobby sioniste et qui fait des ravages. Et certains pays, d'ailleurs arabes, devraient s'en inspirer pour leur avenir et pour ce qu'on appellerait leur sécurité stratégique. Badis Nissa, alors... il y a eu les élections aujourd'hui, nous avons des présidentielles en Tunisie. Quel est ce message ou quel message lancent ces présidentielles aujourd'hui au monde, ces présidentielles tunisiennes, selon vous? Comme j'ai expliqué tout à l'heure, 2024 est une année charnière pour le monde entier en matière d'élections présidentielles. Pour la Tunisie, c'est assez spécifique puisque n'oublions pas, je dirais, l'emplacement géographique de la Tunisie, mais surtout aussi les positions de la Tunisie sur l'échiquier international, notamment des postures assez souveraines, mais surtout assez responsables et audacieuses sur notamment ce qui se passe au Moyen-Orient, mais ce qui se passe aussi dans le monde. N'oublions pas que la Tunisie a su justement dire haut et fort peut-être ce que certains autres pays arabes pensent tout bas. La Tunisie, et dans sa dimension souveraine, souhaite justement être un partenaire stratégique, souhaite être aussi cet allié notamment dans l'équation sécuritaire, notamment dans le Sahel, peut-être aussi aux côtés d'une locomotive géopolitique comme l'Algérie. Elle souhaite aussi bâtir, je dirais, ou même élargir les horizons et les dimensions d'avenir, notamment que ce soit pour la population, le peuple tunisien résidant sur le territoire, mais aussi à travers ces ambassadeurs en première ligne qui sont cette forte communauté nationale
tant par le volume, mais aussi par la qualité, comme ça a été rappelé précédemment. Donc le message est effectivement de dire nous sommes forts par notre unité, nous sommes forts par notre cohésion nationale, nous sommes forts aussi par notre effort consenti en 2011 qui a, je dirais, fait un stop net pour justement les anciennes pratiques, d'ailleurs que le président Kais Saïed s'est empressé au lendemain de son élection à lutter. Cette bataille de la libération nationale n'est pas un mot léger, puisqu'il sait qu'effectivement, non seulement au-delà d'outrepasser le passif de plusieurs années de défaillance, l'enjeu est aussi de comment immuniser, comment sanctuariser ce projet national qu'ils souhaitent porter, que les Tunisiens souhaitent porter à travers, en tout cas, le candidat victorieux dès peut-être mercredi, lors de cette conférence justement où l'ISI donnera les résultats, initiaux. Et puis, il y a aussi, comme j'ai expliqué, ces défis, parce que la Tunisie souhaite aussi donner, malgré les turbulences et peut-être parfois aussi les attaques, et je reviens là aussi, je persiste sur le postulat de l'Occident vis-à-vis de la Tunisie. Donc une Tunisie qui n'est pas considérée sous protectorat est une Tunisie prolétaire, est une Tunisie réfractaire. Or, la Tunisie aujourd'hui, elle a le droit non seulement de jouir du développement comme bon nombre de pays, notamment en Afrique et même en Occident, mais elle a aussi son mot à dire dans cet échiquier. Donc il est très important aussi aujourd'hui, à travers ce jalon, et vous faites bien de le rappeler, que le message ou le signal fort qui est donné, il est celui de dire qu'effectivement, nous continuons bien, nous souhaitons en tout cas bien continuer à bâtir des passerelles, bâtir des dialogues non seulement en interne, puisque comme j'expliquais tout à l'heure, le futur président doit consolider ces passerelles de dialogue, et notamment avec la base populaire qui souhaite voir davantage. Rappelons-le que la Tunisie fait face à plusieurs défis internes, à savoir les défis économiques, notamment les défis aussi de flux migratoires, puisque la Tunisie souffre beaucoup de ces flux migratoires incontrôlés, notamment qui viennent de l'Afrique subsaharienne, mais aussi des défis extérieurs, à savoir comment rendre davantage plus attractive la Tunisie économiquement parlant, touristiquement parlant, pour qu'elle redore son blason, j'ai envie de vous dire, mais surtout aussi pour qu'elle se prémunise de toute fragilité ou toute fébrilité qui donnera, je dirais, une faille ou un angle d'attaque pour certains pays qui sont en embuscade. Très bien, Monsieur Badistre Nissa, restez avec nous quand même. L'émission, donc, dans quelques minutes, nous allons revenir vers vous. Nous rejoint tout de suite sur ce plateau Bassel Torjman, qui est éditorialiste et qui est également expert en questions politiques. Bassel, bonjour ou bonsoir. Je ne sais pas pourquoi je dis bonjour depuis tout à l'heure. Alors, c'est bonsoir plutôt. Alors, Bassel Torjman, la Tunisie a voté. Nous avons vu quand même une presse étrangère assez conséquente, présente pour couvrir ces élections. Nous avons également lu tout au long de ces 15 jours et bien avant pas mal d'articles sur la Tunisie, sur ces élections, pas mal de critiques. On peut dire que c'est des détracteurs, on peut dire aussi que ce sont tout simplement des opinions qui diffèrent. Mais aujourd'hui, selon vous, pourquoi ces élections présidentielles tunisiennes suscitent autant d'intérêt? Premièrement, c'est la première des élections présidentielles tunisiennes qui passait sans fraude, sans l'argent sale, sans l'intervention des pays étrangers dans la scène politique tunisienne. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accepté ni avalé qu'il y a un changement radical, réel en Tunisie. Pour cette raison, on a trouvé beaucoup d'articles, on a trouvé beaucoup de critiques, on a trouvé des gens qui ont dit que le peuple tunisien ne va pas participer, et comment ils ont, et on trouvé, qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de la situation, la décision de chambre de députés, tout ça, et ça c'est logique, parce que l'Europe qui a fait une pression envers la Tunisie, pour une simple raison, l'Europe n'a jamais pensé, n'a jamais imaginé qu'il y aura une démocratie en Tunisie réelle. Il faut être une démocratie de Caracus, une démocratie qui les Européens rigolent à propos. Oh, il y a en Tunisie des démocraties, oui, c'est bien, oui, c'est magnifique. Mais, de manière sarcastique. Oui, bien sûr. Et les choses les plus importantes, parce que jamais vu dans un pays européen, des députés étaient jugés pour fraude
viol, pour beaucoup de crimes. Très bien, M. Tadjman, gardez l'idée s'il vous plaît. C'est juste pour ne pas rater quand même le direct. C'est l'objectif de ces élections et de cette couverture spéciale de Al24 News. Alors comme on vient de le voir, c'est peut-être les premières opérations alors, de dépouillement dans les bureaux de vote qui a déjà commencé, ce qui explique que peut-être certains bureaux ont déjà fermé, alors que d'autres ont fait quand même ou joué les prolongations pour permettre à tous ceux qui désiraient encore le faire de pouvoir exercer leur droit, n'est-ce pas, électoral. Alors voilà, les images parlent d'elles-mêmes, n'ont pas besoin que je les commente. Voilà. Très bien. Voilà, on voit que les opérations ont commencé. Ce qui explique également, messieurs, que peut-être dans un petit moment, comme nous avons l'esplanade devant nous, dans un petit moment, on va avoir aussi les premiers résultats, peut-être les premiers chiffres qui pourront être très révélateurs de ce qu'on appellerait le résultat général du taux de participation et de nombre de votants. Alors, on revient à notre idée, parce que je ne veux pas quand même qu'on interrompe l'idée qui a été lancée, qui est très intéressante aujourd'hui. Alors, pourquoi autant de critiques aujourd'hui sur ces élections ou disons, pourquoi est-ce que la Tunisie, en ce moment, est dans le viseur de certains? Parce que la Tunisie, après le 25 juillet 2021, a cassé la cage qui était mise là-dedans pour faire une démocratie au modèle qu'ils vont installer chez nous. Ce n'est pas notre idée. C'est la première fois dans la démocratie, ils ont dit, des gens qu'ils ont jugés comme des criminels, ils ont resté pendant des années au Parlement. Jamais vu ça en Europe, d'accord? Mais c'est plus démocratique que ce qui se passe dans les pays qui se disent démocratiques, oui, finalement. Non, pour eux, jamais l'Europe ne croyait jamais qu'il y aura une démocratie dans les pays arabo-musulmans. Monsieur Tadjman, vous pensez que finalement, on veut nous imposer un modèle très à l'occidental et que si on ne s'y plie pas, alors on n'est pas dans les normes. Mais pas dans les normes, pas dans l'objectif aussi. Oui. Parce que pour eux, la démocratie a basé sur deux lois bases de l'Église chrétienne. Oui. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour eux, les pays arabo-musulmans vont accepter un modèle, mais ce n'a jamais été un vrai modèle démocratique. Même l'Église catholique et l'Église protestante, elle n'est pas acceptée, l'Église orthodoxe, comme des pays démocratiques. D'accord? Ils n'ont pas avalé ça jusqu'à maintenant. Ça, c'est un vrai conflit dans la mentalité de l'homme blanc qui imagine, d'accord, qu'il va donner nous une chance d'être comme eux. Oui. On n'a pas envie peut-être d'être comme eux finalement. C'est pas dans nos intérêts. C'est pas dans nos intérêts, ni politiques, ni économiques et ni sociaux. Ils vont imposer un modèle qui, pour eux, vous êtes de bons producteurs des produits qu'ils n'ont pas, et vous êtes obligés d'avaler et d'accepter ce qu'ils vont ajouter envers nous. Merci je n'ai jamais vu. Moi, je connais, dans les années 60, 70, parce qu'il ne nous reste plus de temps. 60-70, on a produit beaucoup de choses. Ils vont venir en 2024, ils disent non, vous n'avez pas le droit de faire le savon liquide. Le dentifrice doit... Ça, c'est comme une illustration du Oui, c'est l'invasion de mettre nous en tant qu'esclavagisme moderne sur leur protection. Merci beaucoup, M. Bassel Tadjman. Je sais qu'on ne vous a pas consacré beaucoup de temps. Merci. J'espère que demain, on aura plus de temps pour en discuter. Je rappelle que vous êtes éditorialiste, que vous êtes également expert en questions politiques. Merci à M. Kamel Benyouz d'avoir été avec nous, expert en questions politiques. Mais vous avez un palmarès assez long, je ne pourrais pas le citer. Et bien sûr, merci à notre consultant Bedis Khanissa qui était avec nous en direct de Paris. On se retrouve demain pour un nouveau numéro, un spécial numéro consacré aux présidentielles tunisiennes 2024. Et bien sûr, probablement demain plutôt, on vous donnera le nom du président ou de celui qui sera à la magistrature suprême. Au revoir.